Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches, mes expériences de thérapeute et mes rencontres pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, cette semaine, nous avons la joie d'accueillir Laura Pinson. Bonjour Laura. Salut Raphaël. Génial, je suis ravie de pouvoir t'accueillir. Ça fait longtemps que j'avais envie que tu viennes derrière le micro de Bulle de Bonheur et nous y voilà, donc je suis vraiment très contente. Alors Laura, il y a plein de choses qui nous rapprochent. D'abord, tu travailles autour des couples, moi aussi. Tu as vécu aux États-Unis, moi aussi. Et puis, tu es sexothérapeute. Moi aussi, et tu travailles plus spécifiquement autour, de thèmes plus sexo et du coup, je trouve que c'est très complémentaire avec l'approche que moi j'apporte, qui est très Mmh. relationnelle, même si dans ton approche, il y a quelque chose aussi très relationnel, donc je trouve que c'est passionnant. En fait, tu as passé toutes ces 10 dernières années à étudier l'amour et la sexualité sur 3 continents et tu avais à cœur de comprendre la complexité de la sexualité et de donner les moyens d'une intimité plus nourrissante, d'un couple complice sur tous les plans. Et tu as créé une méthode qui s'appelle les érotypes pour transmettre le meilleur de ce que tu as découvert et de ce qui te permet de vivre aujourd'hui un mariage vibrant et heureux. Alors, moi, la première question, c'est comment tout ça, ça t'est venu d'aller travailler, d'aller réfléchir, pour, créer, en fait, cette méthode des érotypes? Bah, ça m'est venu de mes propres, souffrances. Où il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, j'avais enchaîné, je suis en couple depuis que j'ai 13 ans, en gros, si on peut appeler ça un couple à 13 ans évidemment, mais voilà, je suis passionnée par ça et la plus longue j'ai pu durer, c'était 7 ans et il y avait toujours un petit peu les mêmes symptômes dans mes fins de couple, c'est-à-dire que, la sexualité qui pouvait très bien marcher au début, ne marchait plus du tout. Et alors c'était pas la seule chose évidemment qui marchait plus, et aujourd'hui maintenant je fais le lien, avec aussi la sphère relationnelle, la sphère existentielle, mais c'était ça qui me sautait aux yeux. C'était il y avait cette souffrance-là, hem, de voilà, de désir qui ne se rencontrait pas, hem Qui ne se rencontraient et de la plus, souffrance. Mmh? de désirs qui ne se rencontraient plus. Ou qui ne se rencontraient plus. Oui, tout à fait, qui ne se rencontraient plus et donc suite à une rupture très, 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 très douloureuse, hem, j'ai décidé, qui s'est enchaînée sur une autre relation, douloureuse aussi. Je fais: J'en peux plus, il faut que je comprenne ce qui se passe». Donc j'ai quitté, mon boulot, mon appart, enfin toute ma vie. J'ai pris un sac à dos, je suis partie à Bangkok, heu, pour rejoindre une petite île qui s'appelle Koh Phangan, sur laquelle il y avait une école de yoga, parce que je me suis dit: «Bon, je vais me reconvertir, je vais être prof de yoga». C'est pas ça qui s'est passé, mais voilà et c'était aussi une école de tantra et je me suis dit: «Tiens, le tantra», je connaissais pas très, très bien, mais de ce que j'avais entendu parler, c'est une autre approche de la sexualité, de l'intimité, heu, qui était en résonance justement avec une approche yogique qui met beaucoup de conscience, qui met de la spiritualité, qui prend en compte, la dimension énergétique de l'être humain, ce qui me fascinait. J'y connaissais rien à l'époque. Je me dis: «Tiens, là, il y a des trucs que je ne comprends pas, que je ne connais pas». Et où je vais peut-être trouver réponse à mes questions de qu'est-ce qui se passe entre 2 êtres humains qui deviennent intimes? Qu'est-ce qui se passe dans le corps notamment, y compris dans le corps, du coup énergétique, des choses qu'on connaît pas trop en occident. Et donc Mmh. ça a été une grosse partie de mon parcours et de mes recherches, ça a été d'intégrer cette vision plus occidentale, donc du tantra, néo-tantra, hein, c'est pas le tan même si j'ai étudié le tantra un peu plus classique aussi. Et puis ça a complètement bouleversé. J'ai vécu des expériences là-bas, et j'ai rencontré mon mari d'ailleurs aussi accessoirement, qui ont bouleversé la la compréhension que j'avais de moi-même, de l'être humain et cetera et j'ai continué mon chemin avec tout ça, dans ma tête, et puis ensuite, je suis revenue en Europe, j'ai continué avec d'autres, modalités thérapeutiques. Je suis partie aux États-Unis, où j'ai ajouté d'autres encore des approches beaucoup plus somatiques. Bref, j'ai tissé comme ça plein de façons de comprendre ce qui peut se passer sur les différents plans de l'être humain et les hérotypes en fait, c'est l'idée qu'il y a différents courants, ou d'énergie en nous Mmh. ou différentes fa plutôt plus justement différentes façons d'exprimer la même énergie. Parce qu'il y en a Mmh. on a une énergie vitale qui est la même chose que notre énergie sexuelle et que ça voilà, ça peut prendre des couleurs différentes et des formes différentes et que
2 partenaires ne sont pas forcément en train de jouer la même note ou la même couleur, qu'il se passe des choses à ces différents étages pour chaque individu et que c'est une façon d'expliquer ce désir qui se rencontre plus. Exactement, une manière de vivre les choses qui sont exactement pas tout à fait au même niveau et de ce fait-là, Ouais, c'est comment faire pour puisque ça a fonctionné, comment faire pour que ça refonctionne de nouveau quelque part? exactement. Est-ce qu'on peut réaligner quand ça s'est désaligné, en fait? Mmh mh. Est-ce qu'il est possible aussi de s'ajuster à 2 sans se suradapter? Parce que Absolument, ça, c'est une absolument. grosse question aussi, la fameuse question du compromis. Comment on fait pour pas se trahir soi, Mmh. quand on veut en même temps, Ouais, mais j'aime bien s'adapter à ton l'autre? mot parce que le mot même suradapté, quelque part, il y a quelque chose moi qui me gêne dans la suradaptation, c'est qu'on va Bah tomber oui, sur un problème de consentement derrière. C'est exactement. qu'on va faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire et que de ce fait-là, et ben, quelque part, ça abîme, et en Complètement. termes de sexualité, ça abîme particulièrement ça. Je l'entends et je le réentends. Ouais. D'ailleurs, permets-moi, Laura, de piquer un petit coup de gueule, ça m'arrive pas bien souvent, mais par rapport, à pas mal de jeux qui sont sortis, très sexos, en fait, où, Mmh. j'ai des personnes qui viennent me voir ensuite, peut-être que tu en entends toi aussi et en fait qui jouent à ces jeux-là et qui finalement, comme c'est un jeu, se forcent, je Mmh. réutilise ton mot, se suradaptent Mmh. par rapport à ce dont ils ont envie, sous prétexte du jeu et font des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire et Oui, ensuite nourrissent une espèce de culpabilité, ça les abîme et ouais, véritablement ça, no way quoi, ça ne devrait ouais. pas exister. Oui, oui. Je pense que tu parles des jeux avec des cartes, des choses comme ça, hein, Ouais. Mmh. qui en fait, qui remettent des injonctions. Alors que le Absolument. but, c'est de sortir des injonctions. C'est de sortir des interdits aussi, parce que parfois on se limite, parce qu'on a intégré qu'il y a des choses qui se font pas et cetera, donc c'est bien d'ouvrir. Mais, ouvrir en conscience de là où j'en suis, là où je peux vraiment aller, comme tu dis, sans Ouais. m'abîmer. Exactement, c'est-à-dire Et faire tomber quelques fausses croyances, en fait, mmh qui permettent de pouvoir un petit peu, être un peu hors de soi, finalement et Oui, puis, oser s'aventurer dans ce que j'appellerais une zone, d'audace, sans oui! être dans une zone de danger. Mmh mh. Exactement, exactement et c'est ça, c'est il y a toujours une question d'expansion quand même quand on est, dans cette question d'harmoniser dans le couple, ça implique qu'il y ait une expansion de chaque partenaire. Complètement. Hem, Ce qui mais fait grandir. comment on gère voilà, mais comment on gère cette expansion et effectivement, comment on fait en sorte et c'est ce que j'essaie de faire avec les hérotypes, c'est donner des points de repère. Pour qu'on puisse jusqu'à tu vois, que j'aime bien ta façon de poser les choses, justement rentrer dans cette zone de voilà, de croissance, d'audace, mais en se disant: «Ah tiens là par exemple, je vais faire du transgressif», parce que c'est ça qui se passe souvent dans ces jeux-là, c'est qu'il y a beaucoup de primal et de transgressif, qui sont les 2 sexualités les plus difficiles pour les femmes notamment. Mmh mh. Et donc elles vont se forcer à aller là-dedans pour faire plaisir et être complètement en décalage avec leurs vrais besoins qui sont souvent plutôt sensitifs et éthérés. Je généralise énormément, mais voilà et donc c'est, quand une fois qu'on a le langage des hérotypes, on peut moi je m'amuse d'ailleurs avec ces jeux-là, se dire: «Ah tiens, ça c'est une proposition transgressive». Donc si moi je viens avec une composition intérieure qui est plutôt sensitive, donc sachant que ce sensitif, ça a besoin de sécurité et le transgressif, c'est un enjeu de liberté, mais si j'ai pas assez de sécurité pour aller dans cette liberté, je vais me brûler les ailes. Bien Heu, sûr, bien voilà. sûr. Mmh Donc mh. et si c'est une proposition, primale, donc généralement ça veut dire, génitale, assez intense, assez instinctive, le la sexualité plus, sauvage, on va dire, mais que, ma composition est plutôt éthérée, c'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup d'espace et de beaucoup de temps, que si on vient me toucher trop vite, trop fort, je court-circuite, je me dissocie et en fait, mon partenaire croit que je suis là, mais moi je suis plus là et en fait, je suis en train de vivre un trauma. Complètement. Pareil, voilà, donc c'est ça, c'est l'idée de pouvoir identifier où est-ce une certaine pratique concrète sexuelle va venir me chercher, sur Mmh mh. le au à quel étage elle se Mmh. positionne et est-ce que je suis capable d'aller à cet étage? Et la réponse est souvent oui, mais à quelles conditions je peux aller dans cet étage et dans quelle temporalité?
Mmh. Ah mais enfin, je suis tellement d'accord avec toi et si on revient en 3 secondes sur les traumas, en tant que psychotraumatologue, le nombre de traumas que je désamorce, Mmh. qui sont des traumas, Oui. sexuels, ils sont, légion, mais C'est légion. par Ouais, Mmh oui. et du coup, il y a vraiment, je trouve, et c'est là où j'aime beaucoup, c'est ton approche, qui reste aussi une approche très relationnelle. Hein, parce que, Mmh. du coup, la relation, effectivement, elle fait grandir. L'autre est différent de moi. L'autre a des attentes qui ne sont pas les miennes. C'est comment je peux faire pour répondre et aux siennes et aux miennes et pour Oui, que le couple grandisse, en fait. Et comme je le bien dis sûr. souvent, hein, le couple, c'est un équilibre et que cet équilibre, il est instable. Donc en fonction des moments, du temps, de la journée, du cycle des femmes aussi, hein, on va Aussi, pas oui, ça joue tout énormément. à fait être, au même niveau. De Ouais. l'âge aussi, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte et comment est-ce que le couple, au fil du temps, peut arriver à s'aligner en fonction des petits déséquilibres qu'il vit, heu, je vais pas dire quotidiennement, mais qu'il vit ren quand On même, somme toute, on peut très le régulièrement. dire. On peut le dire quotidiennement. Oui, effectivement, je crois qu'on partage cette vision que, le mon ma partenaire, dans les endroits où il ou elle vient me challenger, en fait, m'invite à aller travailler quelque chose qui est, en fait, bon pour moi à travailler. Absolument, Et absolument. c'est ça, pour moi, c'est la clé, c'est quand Alors on trouve une stratégie d'expansion pour quelqu'un, c'est: mmh, «Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour l'autre?» Et est-ce que je peux voir qu'en fait, ça va m'amener dans une forme d'éveil mmh mh, que ce soit sur mon corps, de mon cœur, de ma conscience, et mmh. donc du coup, c'est bénéfique pour moi, et parce que c'est bon pour moi, ça va être bénéfique pour l'autre, mais de le faire pour ça, pas pour, Absolument et du coup, je reviens à quelque chose que je trouve, qui est un peu un prérequis, dans tout ça, c'est en fait la sécurité relationnelle. oui, J'en parle dans un podcast, précédent là, du coup la sécurité relationnelle dans le couple, elle est juste indispensable. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai conscience, et confiance dans le fait que mon partenaire est un allié, mais pas un ennemi. oui, Qui quoi qu'il arrive, ses intentions sont bonnes et qu'il me veut du bien et qu'il ne cherche pas à venir capter que pour lui, pour se faire plaisir. À oui, partir du moment où il y a cette sécurité relationnelle, là, on peut partir en exploration. Mais si la complètement. sécurité relationnelle, elle n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué de se faire toucher, de rentrer, enfin peut-être de vivre davantage de génitalité, d'être un petit peu plus, Absolument. dans tes termes, dans tes stéréotypes, on va aller les explorer un peu plus, primal ou à et au donc c'est plus complexe et du coup cette sécurité relationnelle, elle est juste indispensable. Absolument, et c'est pour ça, moi, à force de voir venir des couples qui, même s'ils posaient en premier lieu une problématique sexuelle, il y a un moment où, en fait, on peut pas traiter la sexualité sans se poser la question de qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation, et c'est on j'irais même encore un degré plus loin, et ça, c'est le niveau existentiel. Pour comprendre ce qui se joue dans la relation, il faut se comprendre ce qui se joue pour chaque partenaire dans son rapport à la vie, au monde, et dans sa relation à soi, en fait. Donc il y a vraiment une intrication de ces 3 sphères: le sexuel, le relationnel, l'existentiel, et il faut souvent remonter pour pouvoir, donc du sexuel au relationnel à l'existentiel, et ensuite on peut redescendre et travailler la sexualité, mais finalement c'est une des choses qu'on travaille après avoir regardé le reste, et c'est pour ça que j'ai étiré au début les érotifs, je les étudiais vraiment sous l'angle de la sexualité, et puis plus j'ai fait mes recherches et plus je me suis dit: «En fait, il y a aussi cette énergie vitale, créatrice qui est derrière, chaque érotype, bah, elle s'exprime aussi au niveau relationnel et existentiel», et de Mmh mh. comprendre comment tout ça se tisse, Mmh. de vraiment de pas isoler, de pas cloisonner les choses. Mmh. Ouais, non, non, tout à fait, clairement. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais on est des êtres d'unité. On a besoin de créer Voilà, ce lien, en fait, entre notre exactement. corps, entre nos émotions et nos pensées, le fait qu'il y ait du sens et puis ça, toutes les études scientifiques l'ont démontré, à partir du moment où on est en lien avec ces 3 choses-là, c'est là où on est heureux, en fait. Exactement, Mmh mh. Mmh. exactement, et tu as posé un mot que je trouve super important, c'est le sens. Quel sens ça a la sexualité? Quel sens on lui donne? Pourquoi on y va? Moi, c'est une des premières choses que je quand les gens me disent: «Bah, on fait plus l'amour». Bah, OK, mais pourquoi vous voulez faire l'amour, en fait? Finalement. Mmh mh. C'est la réponse est pas si évidente que ça, et pour moi, chaque érotype apporte une réponse différente, en fait, à cette Différente. question-là du Mmh mh. pourquoi, du comment aussi, mais d'abord du pourquoi. Mmh mh. Et du coup, si on creuse un petit peu plus loin avant d'aller regarder les hérotypes un peu les uns derrière les autres, je voulais te demander, l'éros pour toi, c'est quoi? Oui, très bonne question. Je prends Eros, au sens, freudien, pas que je sois freudienne, mais de vraiment cette pulsion de vie, qui est en fait motrice
à chaque instant. C'est ce qui nous met en mouvement, c'est la vie. Alors ça peut être aussi, dans les visions orientales, le ki, tu vois? Enfin l'énergie, en tantra on parle d'énergie sexuelle, mais c'est la même chose que l'énergie créatrice, hein, donc c'est comme cette, c'est impossible à définir scientifiquement, mais c'est ce qui fait qu'on va de l'avant et on va à la rencontre Mmh. aussi, Mmh. de la rencontre du monde, à la rencontre de l'autre, à la rencontre de soi. Et moi, j'ai étudié du coup un petit peu tous les mythes, dans lesquels intervenait Eros dans les cosmogonies grecques, et cetera. Et à la base, Eros, il naît du chaos c'est, une force d'union entre la terre et le ciel. Et c'est ce qui va permettre de créer ensuite la vie, sur terre. Donc c'est aussi je vois Eros comme non seulement quelque chose qui maintient en vie, mais qui maintient en vie en créant du lien, en créant de l'union. Et c'est ça en fait, si 2 cellules ne se rencontrent pas, enfin un des mécanismes de la vie sur terre, c'est la rencontre, l'union, l'alliance. Donc je Mmh. le vois comme une force de motrice pour ça aussi. Mmh. Et quelque chose du coup, on vient à cette unification en fait, donc l'éros en fait ça comprend donc toutes les parties de ce que nous sommes, donc aussi bien le côté sexuel dans le sens génitalité que, Oui, le côté, très, émotionnel, le côté relationnel, le côté, aussi social. spirituelle, Enfin, en fait, il y a tout ce qui vient, des représentations qu'on peut en avoir et puis la tendresse, je pense qu'elle, absolument. elle vient là-dedans, les mots, la manière dont on se parle, en fait, c'est toute la relation, elle intervient là-dedans. Tout ce qui crée de la connexion en fait. Ouais. À Mmh mh. partir du moment où il y a connexion, qu'elle soit comme tu dis sociale, familiale, professionnelle, et il y a et partout où il y a du plaisir aussi. Pour moi, Eros, c'est le désir de plaisir. Mais le plaisir, évidemment, ne se limite pas à l'orgasme. Heureusement, parce que sinon, ça serait compliqué. Le plaisir, c'est manger un gâteau, donc il y a de l'éros dans manger un gâteau et le plaisir, c'est, réussir, professionnellement, avoir, voilà, Mmh. quelqu'un qui nous dit: «Bravo, c'est super ce que tu as fait». Il y a un plaisir à cet endroit-là aussi. Donc là aussi, il y a de l'éros quand on va vers cette réussite-là. La les révélations spirituelles, quand tout d'un coup, ah, on comprend quelque chose, il y a une forme de sagesse qui s'inscrit en nous, il y a un plaisir à cet endroit-là. Donc il y a de l'éros aussi, Mmh donc mh. voilà. Mmh. Émerveillement, Oui, gratitude, créativité, enfin on absolument. peut tout, ouais, dès qu'il y a du plaisir Oui, et puis on sait combien notre petit cerveau, il aime ça, hein. Le petit striatum mais là bien qui sûr. s'agite là et qui vient dire: «Hé hé, j'en veux un Voilà. peu plus». Donc cette recherche de plaisir, de toute façon, je crois que dès qu'on est vivant, c'est quelque chose qu'on va rechercher, avant tout. Maintenant, c'est là où je pense que et toi et moi, on Oui, émet une subtilité supplémentaire, c'est que le plaisir, oui, mais le plaisir, il va aussi avec quelque chose qui a du sens pour moi, va aussi avec, quelque chose qui correspond à qui je suis et d'ailleurs, le plaisir, en tous les cas, n'en sera que décuplé. exactement et qu'en fait, le plaisir ne peut intervenir que si effectivement il est aligné authentiquement Mmh mh. avec, cette impulsion à l'intérieur de moi, Mmh mh. et que si j'essaye d'avoir le plaisir que veut quelqu'un d'autre, il sera pas forcément juste pour moi et en fait, il y aura pas vraiment de plaisir. Hein, donc il Mmh. faut que ça vienne d'un élan intérieur et c'est peut-être une des un des erreurs qu'elle est faite dans la sexualité, cette idée que c'est l'autre qui me donne du plaisir ou des choses comme ça. C'est non, c'est ça ne peut Eros, il vient de l'intérieur, Mmh mh. toujours. Mmh mh. Ouais, mais c'est bon de faire un peu tomber, ces injonctions-là et pou ces fausses croyances en disant que bon, de toutes les manières, le plaisir, il n'est qu'orgasmique, hein. Non, je pense qu'on peut avoir un Mmh. très beau rapport et faire l'amour sans avoir forcément d'orgasme et y prendre aussi du plaisir. Donc ça, je Oui, trouve que c'est important de le préciser et puis le plaisir, voilà, il est multidimensionnel, en fait. exactement, Mmh. exactement. Mmh. Hem, du coup, si on en vient un peu à tes hérotypes, donc aujourd'hui, tu inspires les partenaires, à créer une intimité en harmonie avec leur profil érotique. Donc c'est si je reprends un peu tes définitions et ta méthode, Oui, elle permet de se comprendre sexuellement soi-même et à 2 et de vivre de nouvelles expériences de connexion amoureuse pour faire grandir. Donc ça oui, résume un petit oui, peu ce qu'on disait jusqu'à maintenant. oui, Bah, alors du coup, ces hérotypes, c'est une espèce de grille d'exploration, de compréhension, d'acceptation de soi, de l'autre, dans le quotidien et dans oui, tous les domaines de ta vie. Alors tu disais tout à l'heure qu'il y en a 8. 8, oui,
c'est ça. Est-ce que tu nous les dirais les 8 et puis nous donnerais quelques grandes clés pour regarder un petit Oui. peu, comment ça fonctionne? Et on peut peut-être d'ailleurs les prendre justement sous cet angle du plaisir, puisqu'on a dit qu'il y a différentes formes de plaisir et la forme de plaisir, c'est un peu le pourquoi, de l'intimité aussi et tout ça, en fait, chaque érotype correspond à un besoin humain fondamental qui est la OK. clé pour comprendre ensuite comment il se manifeste dans la relation, dans la sexualité, dans le quotidien. Et une des façons, que j'aime de se les représenter pour qu'il y ait de la clarté, je les mets Mmh mh. sur une ligne verticale. Il y a pas de hiérarchie entre le haut et le bas. C'est juste pour dire quand on est en bas, on est plus près de la terre, on est plus près du corps et de la matière, donc on va être sur des plaisirs qui sont plus physiques Mmh. et plus on monte, plus on va vers le ciel, vers la tête, vers les idées, vers le spirituel et plus c'est, abstrait d'une certaine façon. Il y a des plaisirs aussi, mais qui sont moins physiques, hein, qui sont plus des plaisirs, cérébraux, on pourrait dire, mais qui sont hyper importants, notamment dans notre culture. On est quand même beaucoup là-haut. Donc c'est Ouais, important un de peu un prendre petit ces peu trop. plaisirs-là en compte aussi. Voilà, enfin un petit peu trop, on est d'accord. Mais du coup, il y a beaucoup de couples qui se retrouvent avec des problématiques qui se jouent, dans les hérotypes qui sont là-haut. Donc je pars quand même du bas généralement parce que c'est plus facile à comprendre. Donc l'érotype le plus proche de la terre, de la matière et du corps, c'est le primal et ça, il est, répandu partout. C'est le besoin de vitalité corporelle et donc le plaisir de cet hérotype-là, c'est quand il sent sa vitalité corporelle, donc quand il sent son corps qui vibre très fort. D'où dans la sexualité, la recherche du plaisir le plus intense, qui existe, enfin en termes d'intensité, courte, c'est l'orgasme génital, donc ça va être son plaisir dans la sexualité et tous les mouvements dans la sexualité sont en lien avec cette vitalité corporelle, donc on est dans une sexualité très vigoureuse, très fougueuse, très passionnée, hein, donc cette sexualité sauvage. Hem Et dans la relation, pareil, on va chercher à se sentir vivant ensemble, donc on aime bien manger, faire la fête, on parle fort, on fait des blagues, on est là pour s'amuser, pour profiter, faut pas se prendre la tête. Donc toutes les longues discussions, d'analyse émotionnelle de qu'est-ce qui se passe entre nous, il y a pas de vitalité corporelle à cet endroit-là, donc et au quotidien, pareil, c'est faire du sport, c'est, bien dormir, voilà, c'est Mmh mh. tout cet enjeu de la vitalité corporelle sur les Très 3 plans épicurien, et les une 3 manière formes. d'être très épicurienne. Il y a un côté très épicurien avec les primals et souvent les personnes avec beaucoup de primals, dans leur personnalité quotidienne, ils sont assez joviales, ils peuvent être très charismatiques, tu vois, ils rayonnent cette vitalité, donc ils peuvent être très attirants à cet endroit-là, mais parfois ils sont un petit peu bulldozers aussi. Mmh mh. Parce que, primal, bah, du coup, j'écoute mes besoins vitaux, donc si quand j'ai besoin de quelque chose, je vais le prendre. Je me pose pas vraiment la question de qu'est-ce qui se passe autour de moi. J'assouvis mes besoins physiologiques parce que, ma survie en dépend, dans la logique primale. Donc ça, c'est l'ombre du primal. Ça peut être un côté un peu, écrasant, heu, parfois agressif, hein. Cette vitalité, elle peut s'exprimer de façon un peu agressive quand c'est de la frustration. C'est le le grand drame Mmh. du primal, c'est la frustration, y compris la frustration sexuelle. Quand les personnes avec beaucoup de primal dans leur sexualité ont souvent un gros appétit, une grosse Mmh. libido, donc Mmh besoin de mh. rapports fréquents. Mmh mh. Ça, c'est le premier. Le deuxième, donc on est toujours dans le corps, mais Ouais. on commence à monter un petit peu, on se rapproche un petit peu du cœur aussi et là, on a la dimension émotionnelle qui s'installe et la dimension de la relation, notamment là, à ce degré-là, on est dans la relation à 2. Donc l'importance de l'autre, l'importance du regard de l'autre et un besoin de sécurité émotionnelle et affective et donc le type de plaisir qui va avec ça va être plutôt des plaisirs réconfortants, doux, tu vois? De quelque chose de au quotidien, ça va être se mettre dans des matières, cocon ou dans un lieu cocooning, faut pas qu'il y ait trop de bruit, donc justement cette espèce d'ébullition primale, quand on est dans le sensitif, c'est, ça insécurise, hein, donc Mmh. ça va à l'encontre, et dans la relation, c'est la relation des amis attentionnés, donc on montre à l'autre qu'on l'écoute, qu'on respecte son rythme, qu'on anticipe ses besoins, qu'on le connaît bien. C'est plein de toutes ces petits gestes, ces petits mots qui disent «je t'aime», d'une façon ou d'une autre et donc dans la sexualité, pareil, c'est la même racine qui se prolonge. On est dans un contact beaucoup plus lent, dans des étreintes fusionnelles, hem et c'est vraiment cette idée de faire l'amour.
pour Mmh. le senti pas du sexe, le sexe pour le sexe sans sentiment, pour quelqu'un qui a beaucoup de sensitifs actifs, ça fait pas sens. Alors que pour Ouais. quelqu'un avec beaucoup de primal, Mmh. comme Je prends du c'est plaisir et puis physique, voilà quoi. Ouais. voilà. Donc Mmh. là, c'est quel est le rapport? Ouais. Et alors que pour le sensitif, si on n'a pas pris le temps de construire la relation, s'il y a pas une confiance qui s'est installée, le corps reste fermé. Il faut que Mmh. le cœur s'ouvre d'abord. Mmh. Hem D'accord. et donc on est là sur ces et ça, c'est les 2 hérotypes de base. C'est OK. les 2 premiers, donc tout le monde les a ceux-là, avec généralement une dominante plus sur l'un ou sur l'autre et dans la plupart des couples, et ben, il y en a un qui est plutôt d'un côté et l'autre de l'autre. Sinon c'est Évidemment. pas drôle. Bah, évidemment, évidemment. Voilà. Là, c'est comme ça. Donc Bah, ça c'est la complémentarité qui vient jouer son plein après. voilà, c'est la fameuse question des polarités Ouais, et des exactement. complémentarités et donc Mmh. ça semble être un contraste, mais en fait, on a besoin des 2 et le sensitif peut pas vivre sans primal en vrai et le primal peut pas vivre sans Ouais, sensitif. ouais. Donc ça, c'est la problématique de base dans les couples et qui se joue à la fois sur le plan sexuel, relationnel et pour chaque partenaire sur le plan existentiel aussi. Mmh mh. Mmh. Ouais, Et ensuite on monte typique, de l'un qui a des besoins, bon, on va dire, allez, un homme qui a envie d'une relation et la femme, qui va dire, «Bah, non, tu as pas été sympa avec moi ce soir» ou, «Tu m'as pas parlé gentiment donc bah, non, mais j'ai pas envie, quoi». oui, oui, alors exactement et alors il y a c'est donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très fréquemment et il y a cette composante effectivement du sensitif qui a été, blessé ou qui est pas qui qu'on n'a pas, qu'on n'est pas venu caresser, parce qu'il y a besoin que ce soit très progressif aussi pour le quelqu'un avec beaucoup de sensitif, il peut pas aller directement sur le génital. C'est pas possible. Mmh. Il faut que que l'énergie circule dans l'ensemble du corps. Donc Mmh. ça prend du temps. Donc il y a cette problématique déjà, donc pour des femmes où même s'il y a pas de ressentiment, au niveau relationnel, il y a cette problématique du corps qui n'est pas encore ouvert et quand il y a une problématique relationnelle en plus, comme celle que tu décris en gros: «Je te fais payer quelque part, je te Oui. punis». Mmh. Hem, Là, on arrive alors sur l'érotype qui est le troisième, qui donc ça vient se mélanger, hein, les problématiques entre érotypes, ça s'articule. Il y a un enjeu transgressif, c'est-à-dire un enjeu autour de la liberté. Et ça, c'est quelque chose que j'observe énormément, hem, dans les couples que j'accompagne, pour les femmes et je pense que c'est au-delà de l'individuel, il y a quelque chose de collectif. Il y a une espèce de revanche des femmes qui reprennent leur liberté et qui disent: «Bah, en fait, la façon dont moi je vais exercer ma liberté que j'ai enfin aujourd'hui après des siècles à pas l'avoir, c'est de refuser la sexualité». Et dès qu'il y a punition, dès qu'il y a rapport de pouvoir, on est sur quelque chose de transgressif et de comment, en fait, je reprends une liberté qui m'a été volée. Et souvent, Mmh. les femmes qui sont comme ça un peu en punition de leur partenaire, c'est aussi parce qu'elles se sont forcées trop longtemps. Elles ont abdiqué leur propre liberté pour faire plaisir, parce qu'elles étaient conditionnées pour penser que, bah, c'est ça qui se fait, voilà. Et au bout d'un moment, ça passe plus. Et là, tac, du coup, on coupe, pour reprendre la liberté qu'on a abdiquée. Même si on l'a abdiquée soi-même, même si l'autre nous a pas forcément, violés ou quoi que ce soit, hem, il y a ce mécanisme-là qui Oui se met en et place. puis, enfin, je le vois avec des femmes, qui traversent la ménopause, qui en profitent pour, faire un stop, définitif en disant: c'est fini, quoi». Alors oui, cette transition de vie, je vois ça Ouais, énormément effectivement, où là moi les aussi. femmes voilà, redeviennent femmes et peut-être lâchent, tout co avec la ménopause, tout ce qui est trait à la mère, symboliquement, énergétiquement. Du coup, voilà, ça s'arrête et la maternité est assez liée au sensitif et à cette relation à 2. Il y a un côté Mmh. très nourricier avec le sensitif, donc un peu Mmh. maternant. Donc ça elles sortent de l'ombre de ça, du sensitif qui est de se sacrifier pour l'autre et Mmh. de prendre soin de l'autre Mmh. et tout d'un coup, on se dit: «Bah non, bah, en fait, je vais prendre soin de moi». Donc elle Ouais, passe dans le exactement. transgressif. Puis je pense que le fait, les hormones qui chutent, plus d'estrogène, plus de progestérone, la testostérone, elle prend un peu de pouvoir et puis du coup, il y a davantage de on ose davantage, ouais. Ouais, Mmh. Mmh. exactement, exactement et ce qui se passe aussi de ce que j'observe, donc ça va nous permettre d'introduire le quatrième, c'est que vers la ménopause, alors ça peut arriver plus tôt, hein, ou plus tard, chaque personne a son trajet, c'est l'éveil de l'éthéré. L'éthéré, donc il est vraiment au niveau du cœur et il est le pont entre la terre et le ciel, donc il est encore un peu physique dans le corps, Mmh mh. mais il commence à sortir du corps.
Mmh. et à avoir comme l'intuition qu'il y a un au-delà du corps. Mmh. Mmh. Hem et là, c'est tout ce que toutes les femmes qui se lancent dans la sexualité sacrée. En fait, c'est l'éveil de cet hérotype-là qui dit: «Mais en fait, il y a plus grand et en fait, la sexualité, ça n'a du sens que si c'est un portail pour me connecter à quelque chose de plus grand». Et Mmh. donc c'est le besoin de l'unité universelle et c'est ce besoin d'avoir des expériences, extatiques, cosmiques dans la sexualité. Sinon, on trouve ça un petit peu, râler pas crête, tu vois? Mmh. Mmh. Et ça, On y met du souvent, ils sens, s'éveillent quoi. pas. Voilà, donc c'est un autre sens qu'on met dessus. Autant le primal, le sens qu'il met, c'est plaisir physique. Le sensitif, le sens qu'il met sur la sexualité, c'est fusion à 2, Mmh. Ah expression bah, amoureuse. mmh. Le transgressif, c'est rapport de pouvoir Mmh. et l'éthéré, c'est connexion au divin, en fait. Mmh. Mmh. Et souvent les gens sont perdus avec cet hétérotype-là parce qu'il est pas, culturellement, c'est celui où j'ai le plus de mal à trouver des représentations dans des films, que j'essaie quand j'essaie d'illustrer les hétérotypes. Il y a très peu de choses autour de cet hétérotype-là, alors que dans le tantra, en revanche, dans les sexualités, orientales, Ouais. c'est une dimension qui est clairement, importante. Mmh. Mmh. Et c'est là, c'est la sexualité énergétique, c'est les orgasmes énergétiques sans contact, Mmh. donc c'est toutes ces choses un peu mystérieuses et extraordinaires, tu vois? Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Voilà. Et si on passe au 5e? Alors le cinquième, c'est l'artiste. OK. C'est le besoin de beauté. Que ce soit la beauté matérielle, mais aussi la beauté immatérielle, dans le sens où on vit une belle histoire. Tu vois, il y a ça. Donc les gens avec beaucoup d'artistes, justement, ils se racontent beaucoup d'histoires. Ils ont cette espèce de scénario idéal dans leur tête, de comment est-ce que, les choses, comment ils aimeraient que ça se passe, souvent inspirés par des livres ou des films. Ils vivent un peu là-dedans. Ceux qui vont mettre Heu plein de bougies allumées, qui vont se faire toute une story, autour, du fait ouais, de que les corps se retrouvent, quoi. Mmh. voilà, ils se font des films. Ils se font des Mmh. films et évidemment la réalité, mais elle colle pas toujours aux films qui se sont faits. Et donc le gros enjeu pour les gens avec beaucoup d'artistes, bah, c'est, d'accepter que la réalité, enfin, c'est de dépasser l'écueil de la déception. Ouais, bien Et sûr. souvent, ils idéalisent beaucoup leur partenaire aussi. Et donc Mmh. il y a le jour où le partenaire tombe de son piédestal, oh! Catastrophe. Et c'est un des, je crois, dans les jalons d'une relation, moi je l'ai passé il y a pas si longtemps que ça dans mon couple, justement, tu vois? Cette chute du piédestal et d'avoir cette conscience des hérotypes et de l'artiste, je dis: «Ah d'accord, ça c'est mon artiste qui est déçu». Mais j'ai d'autres, hétérotypes dans mon équipe et donc je vais pas jeter la relation. Si j'avais écouté que cette part-là de moi, tu vois, Ouais. j'aurais En fait, ce pu que tu es en train de dire, vouloir c'est quitter. qu'on va terminer avec les stéréotypes, mais en fait, on les a tous un peu à des Oui, catégories un peu plus dominantes et du coup, en fait, l'idée, c'est que quand il y en a un qui se manifeste, c'est de dire: «Attends, il y a les autres sont là aussi, donnons-leur aussi de exactement. la place parce qu'ils peuvent être satisfaits ces autres-là». C'est ça. C'est vraiment se dire qu'on a une équipe et OK. qu'on peut choisir qui est le maître de l'équipe, Mmh mh. qui prend les décisions finales, mais qu'en fait, il faut écouter tout le monde et l'idée, c'est de rester en équilibre à l'intérieur et de pas se Mmh. laisser avoir par l'un, parce qu'il y en a qui peuvent devenir tyranniques. Mmh. Et de dire: «Bah, non, en fait, peut-être que il y a ce besoin-là n'est plus comblé dans mon couple, mais il y en a d'autres qui Mmh. sont comblés». Mmh. Et donc je peux retrouver de l'amour, de la gratitude et cetera et travailler l'endroit où c'est «défaillant» entre guillemets, mais en conscience et Mmh. avec plus de tolérance. OK, OK. Le 6e? Le sixième, c'est l'architecte. C'est justement un de ceux qui sont tyranniques, c'est le besoin de productivité rationnelle. Donc c'est celui qui mène un peu notre vie, on en a besoin pour travailler Mmh. et donc on en a besoin pour gagner de l'argent. Et donc, on en a besoin pour survivre, en fait et donc c'est celui-là qui et lui, il aime la structure, il aime planifier, il aime, voilà, quelque part, il se raconte des histoires aussi, mais un peu différemment de l'artiste qui cherche de la beauté. Lui, il cherche à la réussite, la performance et ça, en D'accord. fait, on l'a beaucoup dans la sexualité. Cette idée qu'il faut que ça ressemble à ci, à ça. Il y a une façon d'être performant et d'être bon dans la sexualité, de bien gérer, de maîtriser. Tout ça, c'est du vocabulaire architecte et en fait, ça coupe du côté plus organique, émotionnel, corporel, parce qu'il est très, très mental, Mmh. l'architecte. Mmh. Donc il aborde la sexualité comme, encore Mmh. un peu un, Mmh. voilà, une Celui-là, il a formule besoin à d'un appliquer. celui-là, il a besoin d'un peu de lâcher prise.
Bah, c'est celui-là qui nous joue des tours et qui nous empêche d'être dans l'instant présent. Comme il est en train de récupérer des données du passé pour savoir quoi faire et de se projeter dans l'avenir avec sa vision, ses objectifs et cetera, il a du mal à être présent Mmh. et donc il a du mal à, permettre le plaisir primal qui est très dans l'instant présent. Le primal, il est très instantané et instinctif et même le sensitif. Il est Mmh. dans la présence émotionnelle. Mmh. Donc l'architecte peut bloquer le plaisir des hérotypes du bas. Mmh. Hem, OK. Alors donc ça, on c'est passe au un des septième, gros l'avant-dernier? et donc l'avant-dernier, l'alchimiste, c'est, le donc là on commence à être vraiment, Oui, dans des dans le sphères domaine très, ouais, très voilà. très Si pour les intellectuelles, gens qui très, connaissent ouais, voilà, c'est ça. Pour les gens qui connaissent la pyramide de Maslow, c'est inspiré mmh de ça aussi, hein, les hérotypes. Donc là, on est en haut de la pyramide, on est vraiment la réalisation de soi, donc besoin, de vérité spirituelle. Donc de guérir, de grandir et ça, cet hérotype-là, il est essentiel dans le couple. En fait, en tant que thérapeute, on travaille avec l'hérotype toujours. On a développé le nôtre et on aide nos accompagnés à développer leur alchimiste et à avoir cette part d'eux qui tire des enseignements, des challenges. Pour l'alchimiste, chaque épreuve est une façon de grandir. Donc tout ce qu'on a dit un petit peu en introduction, c'était l'alchimiste qui parlait, tu vois? mh. Et l'alchimiste, il aborde la sexualité en ayant conscience justement du trauma, des blessures intergénérationnelles, transgénérationnelles, et de la possibilité qu'en fait, quand on rentre dans la sexualité, on va se heurter à ces blessures-là et que c'est OK et que c'est quelque chose à traverser. Donc c'est cette la part de nous qui nous aide à traverser ça et dire: «Bah, il y a des douleurs, qu'elles soient physiques ou psychiques et ben, on va s'y confronter, et on va les transmuter». Hein, OK, cette alchimie, du plomb en or et de l'ombre en lumière. OK, Et le dernier, le OK. versatile, donc lui, là, tu vois, là, on a fini avec cet axe, Mmh. vertical. Le versatile, c'est l'électron libre qui se balade partout, c'est l'hérotype du mouvement. Son besoin, c'est la nouveauté et la diversité. Donc le changement, il aime pas, c'est l'hérotype anti-routine. Donc dès que j'ai des tu vois? Ou c'est l'hérotype qui si tu fais l'amour de la même façon, tous les jours alors il y a des gens qui sont OK avec ça, ceux qui ont pas beaucoup de versatiles actifs, bon, mais plus tu as de versatiles actifs et plus c'est insupportable de refaire la même chose. Il aime l'inconnu, il aime l'exploration, il aime la découverte. Donc c'est aussi un hérotype important à activer, avec l'alchimiste. Pour moi, c'est les 2 agents, intégrateurs pour faire évoluer un couple parce que c'est la part de nous qui va accepter de se mettre en laboratoire en mode exploration et d'essayer des choses nouvelles en se disant: «Tiens, on sait pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave». Mmh. Hem, Ouais, de lâcher voilà. un petit peu prise et puis, d'aller un petit peu, à la découverte, peut-être d'autres choses et puis de mieux se comprendre, puis de permettre un dialogue aussi dans le couple. Oui, Parce que celui qui est toujours insistant en disant: «J'en ai marre, c'est toujours pareil» et cetera, dire: «Bah, voilà, c'est pas un reproche qu'il fait à son conjoint, c'est simplement son besoin que les choses changent un petit peu» et c'est pas oui, obligé de partir, dans la suite, d'un hôtel 5 étoiles, c'est pas ça. C'est simplement, faire un petit pas de côté pour aller, rechercher quelque chose, avec toujours cette sécurité et toujours oui. avec, ce consentement évidemment, Exactement que je trouve très et c'est important mettre de la curiosité. Parce que ce et que mettre j'entends beaucoup dans les couples aussi, c'est mais j'ai l'impression que surtout chez les femmes, qui s'intéressent pas à comment je fonctionne, et donc voilà, la curiosité, c'est vraiment c'est le versatile qui nous amène ça et ça change effectivement ce que comme tu le dis, du coup, c'est pas un quand je viens avec mon versatile vers l'autre, c'est pas un reproche, c'est pas une fermeture, c'est une ouverture. ouais, c'est une ouverture et ça, je pense que c'est hyper important, dans les dialogues de couple parce que ce sont des sujets qui sont quand même malgré tout un peu touchy, hein, on le sent bien. Ça vient toucher, le plus profond de chacun d'entre nous, hein, cette intimité, sexuelle, quelque chose de très profond et que, une remarque ou oh là là, j'ai des couples, que j'ai entendus, une femme dire à son conjoint: «De toutes les manières, tu n'es qu'un éjaculateur précoce», 5 ans après, il est toujours en thérapie pour se remettre de cette phrase-là. Donc en fait, je pense qu'il faut Mmh. faire extrêmement attention de ne pas coller d'étiquette à la Oui. personne avec lequel on vit ou ma femme, ma conjointe, ma partenaire, c'est une planche à pain. Donc ce genre de phrases, Mmh. elles sont très, très difficiles à entendre et puis à vivre avec. Et ensuite Bien derrière, sûr. alors là, on faut agiter, ton zérotype, qui permet de prendre du recul, de guérir de ces phrases traumatiques pour pouvoir avancer et pour pouvoir reconstruire quelque chose. Exactement.
Il faut aller mettre de l'alchimiste là. Ouais, absolument. Exactement, ils mettent de l'alchimiste et puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est que chaque couple est unique, en fait. Oui. C'est que la rencontre de 2 personnes, tu le disais tout à l'heure, ces 2 cellules qui se rencontrent, ben, 2 personnes qui se rencontrent vont faire quelque chose d'unique, vont faire une relation qui est unique. Donc Absolument ouais et même et chaque phase du couple est unique. exactement Parce qu'il y a et des pareil chapitres dans un couple. Mmh. et pareil d là aussi, c'est pareil, j'aimerais aussi, en profiter pour aller, heu, parler d'une petite chose que je trouve véritablement importante. Heu, Quand on démarre un nouveau couple, heu, Mmh. racontez pas ce que vous avez vécu avant. Mmh. C'est votre intimité. Si Ouais. vous en racontez trop, vous fragilisez votre nouvelle relation. Si Mmh. par exemple, vous allez raconter qu'avec votre partenaire, waouh, elle avait un orgasme à tout coup, et que c'était génial, mais que par contre on s'entendait pas, donc c'est pour ça qu'on s'est quittés. Ça paraît comme ça anodin, mais la femme qui entend ça, elle, Mmh. elle vit ça mal et que si elle ne vit Bien pas sûr. d'orgasme, elle dit: «Beh, je suis peut-être pas le bon partenaire», alors qu'en fait, l'alchimie peut très bien fonctionner. Tout à Et puis fait. ça marche dans les 2 sens. Une femme qui raconte qu'elle, qu'elle est allée par exemple dans un club de libertinage ou qu'elle a trompé précédemment, son partenaire et qu'elle raconte ça, combien ça va pour ce nouveau couple et ça va être chez lui, chez l'homme, la peur, mais qui va être rester accrochée qu'un jour je peux être trompée. Donc je trouve que Mmh. c'est important de se dire que ce que je démarre est quelque chose de nouveau. Certes, Mmh. j'aurai comme, ton petit alchimiste qui va forcément parler un petit peu, mais je trouve que ça vaut le coup d'aller voir un professionnel pour en discuter avec lui. Mais pas forcément, d'en discuter avec son nouveau partenaire parce que je suis pas Mmh. sûre que c'est là que les choses, elles se résolvent, véritablement. Non, effectivement, ça crée ça crée des attentes, puis soi-même, en plus, ça installe une forme de comparaison, Absolument. heu et Juste, ça, c'est n'a pas mortel. lieu d'être puisque 2 couples sont forcément différents, donc il y a pas à comparer. Mmh. On va pas comparer Ouais, des choux et des carottes, voilà. exemple. Bon écoute, c'était merveilleux de t'entendre, Laura, sur tous ces sujets des Merci érotiques. Raphaël. Donc vraiment, j'invite tout le monde à aller regarder, ce que tu fais sur ton site, hein. De toutes les manières, il sera en bio de l'épisode. Du coup, Zérotype. Hérotype, hérotype, EROTYPES.com et /hérotest, c'est le petit quiz pour savoir quel est l'hérotype le plus actif en ce moment. Encore une fois, on les a tous, comme tu l'as rappelé, merci Raphaël d'avoir rappelé ça. On les a tous, mais il y en a un qui généralement domine un petit peu dans OK, l'intimité. Donc c'est le OK petit et quiz puis qui permet hyper de voir intéressant ça. pour toi de pouvoir, amasser en fait cette connaissance, de personnes qui viennent répondre à ton test, donc j'invite tout le monde Mmh. à aller le faire parce que je trouve que c'est une bonne manière de se connaître et puis surtout toi, ça vient enrichir ton panel de connaissances, de chacun et c'est Ouais, la intéressant. recherche. Là, au Ouais, niveau de la tout à recherche, fait. c'est passionnant. Ouais. Écoute, merci beaucoup Laura, pour cette interview. On va terminer avec notre petite mousse et cette fois-ci, j'ai pris un proverbe sioux, donc qui nous vient des Premières Nations, d'Amérique du Nord et qui nous dit: «Le véritable amour unit, mais n'emprisonne pas». Mmh. Ouh, ça met des frissons. Merci encore Laura et puis, écoute, quoi qu'il arrive, nous 2, sûrement à très bientôt. Yes. À Avec bientôt. avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux.